On vient de voir que donc ce schéma d'approximation ne marchait pas pour cette équation différentielle. Si on veut plus de détails, on peut voir ici les différentes étapes. Donc je vais détailler cela. On part du z de 1 qui vaut 1, les conditions initiales, et on a cette équation z' de x qui vaut 1 moins 30x divisé par 2 fois la racine de x plus 15 fois z de x, la fonction z de x que l'on cherche, inconnue de notre équation différentielle. Et z' de x, c'est donc une fonction de x et de z de x, donc une fonction à deux variables. On a nos conditions initiales et on va illustrer la méthode avec ce schéma où on utilise différentes itérations que l'on obtient grâce au pas h. Et on va prendre le pas h qui vaut 0,2. Donc 0,2, c'est aussi le pas qui avait été utilisé dans l'exemple. Donc on a xk plus 1 qui vaut xk plus h. Et la prochaine valeur de y à l'itération k plus 1, c'est y à l'itération précédente, yk plus le pas h fois f en xk, z de xk. Pourquoi fois f de xk en z de xk? Puisque ça correspond à notre dérivée de la fonction z' de x. Donc, itération 1 en k égale 0, donc on va avoir x1 qui vaut x0 plus h, y1 qui vaut y0 plus h fois f en x0 z de x0. Donc, il faut remplacer ici x0 par sa valeur, donc x0 ça va être 1, et z de x0 par sa valeur, mais comme on ne connaît pas z, on va utiliser y0. Et ici, c'est un cas particulier au début, puisque z de x0, on le connaît, c'est exactement y0 qui est donné, c'est la valeur 1 ici, puisque x0 vaut 1. Donc x1, ça devient 1.2, c'est 1 plus 0.2, donc c'est 1 plus le pas. Et y1, ça donne 1 plus 0,2. On remplace ici x0 par 1 et y0 par 1. Et on obtient donc 1 moins 30 fois 1 divisé par 2 fois la racine de 1 plus 15 fois 1. Et au final, on obtient une valeur de y1 qui vaut 1.1. Donc c'est proche. C'est proche de quoi? C'est proche de la vraie valeur. La vraie valeur, on peut la déterminer puisque on a vu que la fonction z de x qui marchait pour cette équation différentielle, c'était z de x égale racine de x. Donc ici, on calcule la racine de 1.2, on obtient 1.095 qui est proche de 1.1. On continue, itération 2, k égale 1, x2 c'est x1 plus h, y2 ça devient y1 plus h fois f de x1, z de x1. Z on ne connaît pas, et donc z de x1, on va l'approximer par y1, donc la valeur que l'on a déterminée préalablement pour y1. Donc x2 ça devient 1.4, y2 on remplace, on obtient 1,20495, et là on voit qu'on est un peu plus éloigné de la vraie valeur. Donc la vraie valeur, c'est la racine carrée de 1.4 qui vaut 1.183. On continue, k égale 2. Et là, on obtient y3 qui vaut 1,35 à la place de 1,265. Donc on est de plus en plus éloigné. Puis on continue, itération 4. Et là, on voit y4 là, qui devient vraiment très éloigné de la vraie valeur. Puis y5, on obtient 2,86 à la place de 1,4142 qui est la racine de 2. Donc on voit qu'on est de plus en plus éloigné de la vraie valeur. Et pourquoi ça augmente? C'est parce que la fonction ici, z de prime, elle est particulière puisqu'on fait à chaque fois 15 fois z de x. Donc 15 fois z de x, sachant que z de x, pour z de x, on va utiliser une approximation. On ne va pas utiliser la vraie valeur. Z de x, on va uniquement utiliser la vraie valeur pour la première itération, puisque là on peut utiliser les conditions initiales, z de x0 qui vaut y0, mais pour les autres valeurs, on ne pourra pas l'utiliser. Et donc on va à chaque fois avoir une petite erreur sur z de x, et à chaque fois cette erreur, on va la multiplier par 15. Et ensuite on va utiliser z' de x avec une grande erreur pour calculer notre nouvelle y, et donc l'erreur va ainsi s'accumuler de plus en plus, et c'est pour ça que l'erreur prend vite une grande valeur. On peut voir ça autrement, sans utiliser des calculs numériques. Donc si on regarde ici, i0 vaut 1, y0 vaut 1, ici on a yk plus 1, donc c'est yk plus h fois
donc ce qui était donné 1 moins 30 fois xk divisé par 2 fois la racine de xk plus 15 fois yk. Et donc on approche z' de xk par cette valeur-là, qu'on peut simplifier. Donc ici on divise par 2 fois racine de xk, on obtient 1 sur 2 racine de xk, plus 15 fois yk moins racine de xk. Et donc idéalement pour yk on utilise racine de xk si on connaissait la fonction z de x. Et donc dans ce cas-là on voit bien que z' de xk ça donne 1 sur 2 racine de xk, donc la solution est bien racine de x. Donc si on utilisait la vraie valeur de yk, ça marcherait. On n'aurait aucune erreur. Mais malheureusement, comme ce y1 n'est qu'une approximation de racine de x1, cette petite erreur fait dévier la suite vers une autre solution de la forme. Ici, on pourrait montrer que ça a une forme z de x, racine de x plus un facteur lambda fois une exponentielle de 15x. Donc on voit que l'erreur s'accumule sous forme exponentielle. Et donc comment on pourra améliorer cette méthode-là? Donc on pourra améliorer en utilisant un autre point pour calculer z'. Au lieu d'utiliser xk, ce qui marche mieux, c'est d'utiliser un point milieu, le point qui serait au milieu de notre intervalle, défini par le pas h. Donc on pourrait utiliser à la place de xk, xk plus h demi. Et cette approximation-là, elle va être exacte maintenant si on a un polynôme de degré 2. Donc si on n'utilise pas le point milieu, c'est exact si on a un polynôme de degré 1, c'est la droite. Si on utilise le point milieu, on peut aller jusqu'à un polynôme de degré 2. Et après, une fois qu'on a calculé z' de... oui, donc il faut pouvoir maintenant calculer z' en xk plus h demi. Et pour cela, on peut utiliser la méthode précédente, donc utiliser donc le f, puisque f est donné, f qu'on va estimer en xk plus h demi et en donc yk plus h demi fois f de xk yk. Donc ça c'est notre zk pour zk, donc zk plus 1, donc c'est notre zk, c'est donc f, c'est donc le yk, oui, yk plus h demi fois f de xk y. Donc z' de xk en plus h demi, on utilise la méthode précédente, donc on va utiliser la fonction f qui est connue, donc en xk plus h demi, ensuite il faut estimer la valeur de y en xk plus h demi, et donc là on utilise la méthode précédente, donc on prend le yk, celui qu'on a calculé précédemment, et on utilise la droite, donc la méthode de la tangente. On est au milieu, donc on fait yk plus h demi fois f en xk y. Donc méthode d'intégration à pas séparés. Donc là, ce qu'on va voir, on a vu ici, mais c'est qu'on utilise différents pas. On a un pas h, on veut le xk plus 1 qui est un pas h de xk. Mais pour le calculer, on va utiliser aussi un pas h demi. Donc on voit, on a des pas séparés pour calculer les valeurs, les approximations de la fonction z de x. Et donc de manière générale, on utilise cette double suite. On a x0, y0 qui sont donnés. Xk plus 1, lui, ça ne change pas, c'est toujours xk plus h. Puis après, yk plus 1, c'est l'ancien yk, enfin c'est l'y précédent, plus h fois une fonction de xk, yk et de h. Parfois, on va prendre h demi, on pourrait prendre d'autres fractions de h pour calculer notre valeur yk plus 1. Donc, les méthodes utilisant des suites de cette forme sont appelées les méthodes d'intégration à pas séparés. Donc, on va étudier dans quel cas cela va fonctionner et qu'est-ce qu'on appelle fonctionner. Donc, attention, dans cette suite, le terme xk pour expression xk égale x0 plus kh. Donc, on considère dans la suite que les valeurs de k telles que xk restent dans l'intervalle AB. Tout ça, ça va être resté valable que si xk reste dans l'intervalle AB qui a été défini au début. Donc, une méthode d'intégration à pas séparés définie par yk plus 1 égale à yk plus h fois notre fonction phi de xk, yk, h.
Elle va être dite convergente pour l'équation z' de x égale à cette fonction de x et z de x pour l'intervalle AB, avec notre condition de départ z de x0 qui vaut y0, x0 appartient à AB, et vérifiant les conditions du théorème de Cauchy, si, donc fonction continue, f continue et f lipschitzienne, si elle va être convergente, si donc on a la limite quand h tend vers 0, donc on fait tendre le pas h vers 0, alors à ce moment-là, l'écart maximum entre l'approximation yk et la vraie valeur de la fonction z en xk tend vers 0. Donc l'écart maximum entre yk et z de k tend vers 0 si on fait tendre h vers 0. Donc si on réduit la valeur du pas, on a notre écart entre yk et z de xk qui tend vers 0 également. Où z de x est l'unique solution. Donc, pour que cela fonctionne, il faut donc que l'itération utilisée ait un sens et que la solution obtenue tende vers z si h tend vers 0. Et pour cela, donc, il faut que l'équation z' de x, donc qui est une fonction phi de xz de xh, doit avoir une solution. Donc, il faut que cette dérivée-là soit bornée. Et donc, on exprime ça sous forme phi de xyh moins phi de xz de h. Donc, on passe de z à y. La variation soit inférieure à la variation que l'on a sur les abscisses sur y et z. Et aussi, la solution précédente doit tendre vers z si h tend vers 0. Donc, si h vaut 0, il faut que phi de xy 0 avec h qui vaut 0 soit exactement égal à f de xy. Il faut que phi de xy h soit continu par rapport à xy h également. Donc ça, c'est les conditions de convergence. Puis après, pour la consistance, une méthode d'intégration à pas séparée définie par yk plus 1 égale yk plus h fois cette fonction phi doit être dite consistante pour l'équation z' de x égale f de x, z de x, si phi est continu par rapport à x, y, h, et si, quel que soit notre xy appartenant à AB, donc x qui appartient à B et y qui appartient à R, on n'a que phi de xy en 0 égale f de xy. Et une fonction à pas séparée sera stable si, quel que soit h, il existe, donc quel que soit le pas grand H qui définit la borne utilisée pour le pas petit h, donc le pas petit h qui va être contenu dans cet intervalle 0 grand H. Donc cette méthode d'intégration à pas séparée sera stable si donc la fonction phi n'évolue pas trop rapidement quand on passe de z à y pour la seconde variable ici. Donc si la différence entre phi de xyh moins phi de xzh est inférieure ou égale à cette valeur, s'il existe une valeur L telle que cette différence reste inférieure à cette valeur L fois la différence entre y moins z, entre y et z. Et on a ce théorème-là qu'on ne va pas prouver, qui nous dit qu'une méthode d'intégration à pas séparée qui est consistante et stable est convergente. Donc il faut vérifier ces conditions-là pour avoir une méthode d'intégration à pas séparée qui est consistante et stable. Donc après, on peut définir l'ordre d'une méthode. Donc le théorème va convenir pour la première méthode que l'on a utilisée, qu'on l'a proposée, puisque là, on utilisait directement f de xy. Et comme f de xy, c'est une fonction continue et lipschitzienne, ça va marcher. Maintenant, on pourrait utiliser d'autres fonctions que f de xy et essayer d'utiliser d'autres fonctions phi de manière à minimiser le terme d'erreur. Donc le terme d'erreur, donc l'écart que l'on va avoir entre les approximations
de la fonction z.